Professeur Didier Raoult, pouvez-vous décrire l'évolution de l'épidémie depuis cette semaine? Alors, incontestablement, le nombre de cas attestés et le nombre de cas détectés, de cas nouveaux, augmente. Ça a d'ailleurs posé un problème d'organisation. Je m'en excuse auprès des gens qui sont venus se faire tester parce que au mois d'août, de doubler ou de tripler le nombre de gens à tester a entraîné des problèmes d'organisation parce qu'il y a des personnels manquants. Je suis désolé que les attentes pour pouvoir être prélevés étaient si longues. Ensuite, quand le délai de rendu des résultats en moyenne est d'une dizaine d'heures pour les gens qui viennent de l'extérieur et de un peu moins de 3 heures pour les urgences. Donc le délai, une fois qu'on a réussi à être prélevé, est raisonnable. Mais tout le problème, c'est l'organisation avant. Quand il y a plusieurs centaines de personnes qui arrivent, il faut changer la méthode d'organisation. C'est ce qu'on a fait petit à petit. Je pense que ça marche mieux depuis quelques jours, grâce d'ailleurs à l'aide de nos partenaires et grâce à l'assistance publique qui nous a mis à disposition du personnel. On a ouvert les plages horaires et je pense qu'on arrive à faire les choses raisonnablement. Il faut faire attention. D'ailleurs, en même temps, on a beaucoup de PCR contrôlés qui sont positifs en dehors. Il faut faire attention, tout le monde a les mêmes critères et nous, on a entre 30 et 40% de PCR positifs qui viennent se faire contrôler, qui sont négatifs en réalité. Et donc, il faut faire attention. On le signale à nos autorités qu'ils ne soient pas comptés comme des nouveaux cas. Ces nouveaux cas comme ça, c'est pas la peine de faire des faux positifs. Il serait intéressant qu'il y ait une harmonisation là, des résultats, parce qu'il y a des résultats qu'on voit rendre qui sont juste impossibles. On sait qu'à cette dilution-là, il n'y a plus de séquence virale. Donc, c'est des erreurs. Hein. Il faut mettre ça en place. Bon sens, c'est un problème d'erreur qui est à régler. À côté de ça, le nombre de décès chez nous, d'abord, n'augmente pas. Sur cette période qui est donc qu'on estime avoir commencé aux alentours du 15 juin, qu'on appelle le deuxième acte, il y a eu 2953 personnes qui ont été positives, dont 9 sont mortes ici ou ailleurs, avec 0,3% de mortalité, ce qui fait une mortalité très faible. Et parmi les gens qui ont été traités par hydroxychloroquine, azithromycine, il y a eu un mort. En plus de 3 jours, il y a eu un mort, ce qui fait 0,06%. Et c'est ce que traduit aussi les statistiques nationales où la mortalité n'a pas varié d'une manière significative depuis, au contraire, elle a diminué. Pour l'instant, on ne voit pas du tout de remonter la mortalité. Peut-être que ça arrivera, l'avenir est imprévisible. Quant au nombre de morts, on a fait l'analyse, nous, maintenant, de tous les patients hospitalisés. On a eu à peu près 1000 patients hospitalisés, un peu moins. Il y a eu 55 décès, je vous les ai dit auparavant, et avec une moyenne d'âge des décès de 81 ans. Hein, donc c'est une maladie des sujets très âgés, et il n'y a eu qu'une personne qui soit morte à moins de 60 ans, qui avait 59 ans. Tous les autres avaient plus, et il y avait 60% de gens qui avaient plus de 80 ans. Donc c'est une maladie des sujets âgés. Malheureusement, les sujets de cet âge sont très fragiles. Ici, en plus, ils sont obésodiabétiques, alors il y a une surmortalité qui est importante, mais qui est celle de toutes les infections respiratoires de tous les ans. Je ne suis pas sûr que ça changera beaucoup à la fin de l'année. Voilà. Et donc, sur l'ensemble de ce que nous avons eu, voilà, au total, et jusqu'à maintenant, on a eu 7500 personnes positives qui sont passées par l'IHU, dont 171 sont morts ici ou à l'extérieur dans l'assistance publique ou ailleurs. Et on a traité 4756 personnes, dont 19 sont morts par hydroxychloroquine et azithromycine. Donc se pose la question, compte tenu du fait qu'il y a peu ici de sujets jeunes, il y a des endroits dans lesquels il y a une mortalité plus importante des sujets jeunes, hein. Mais ici, il y a une très faible mortalité, de savoir s'il faut continuer à donner hydroxychloroquine, azithromycine. La réflexion qu'on a, c'est qu'il apparaît de plus en plus
dans cette maladie qu'il y a des auto-anticorps, c'est-à-dire que les gens sécrètent des anticorps contre eux-mêmes. Et parmi ceux-là, il y a les anticorps qu'on trouve dans le lupus, qui s'appellent lupus anticoagulant, et qui donnent des coagulations anormales, qui risquent de donner des embolies pulmonaires. Et le traitement de ça, des anticorps anti-lupus, c'est l'hydroxychloroquine, c'est le plaquenil, c'est pour ça qu'on le prescrivait avant le Covid. Donc, comme on trouve ça dans un nombre vraiment significatif de cas dans la période actuelle, pour nous, il n'est pas question d'arrêter, d'autant qu'il est sorti très récemment un travail chez les multicentriques dans un des meilleurs journaux de cancérologie qui montre un gain de mortalité de 60% si on donne de l'hydroxychloroquine aux gens qui ont un cancer et un Covid par rapport aux gens qui n'ont pas d'hydroxychloroquine. Donc il n'est pas raisonnable de s'arrêter. Voilà. Comment expliquez-vous de telles discordances entre les résultats trouvés par des méta-analyses réalisées par différents chercheurs en Europe? Je vais faire une expérience avec vous, avec Céline, si elle veut bien venir ici. Céline, d'habitude, est derrière le micro, elle est très gênée parce qu'elle n'a pas l'habitude. Mais je vais lui faire un tour de carte. Je vais faire un tour de carte avec elle pour vous expliquer comment on peut manipuler l'opinion. Donc, est-ce que tu préfères les rouges ou les noirs? Les rouges. Il nous reste les noirs. Dans les noirs, tu préfères les trèfles ou les pics? Les pics. Il nous reste les trèfles. Dans les trèfles, tu préfères les grands ou les petits? Les petits. Il nous reste les grands. Dans les grands, tu préfères roi-dame, As-roi-dame ou valet 19? As-roi-dame. Dans As-roi-dame, tu préfères le roi ou la dame? La dame. Donc il nous reste Le roi. 2 Et oui. trèfles. D'accord? C'est le roi de trèfle. Ouais. Donc c'est pas compliqué. C'est-à-dire que la plupart des gens ne sont pas lucides sur le fait que je choisis toujours ce que je veux. Donc je peux manipuler les données et je vais vous montrer, quand on regarde les méta-analyses, eh bien vous avez une méta-analyse, là vous avez une analyse dans laquelle il y a toutes les données de la littérature qui ont été rapportées utilisant ou comparant l'hydroxychloroquine à pas l'hydroxychloroquine. Ensuite, dans toutes ces données-là, vous avez cette étude récente qui a été faite par des jeunes là, qui sont pleins de jus, c'est intéressant à voir, donc ils veulent toujours démontrer, c'est les jeunes, ils veulent démontrer le contraire, moi j'étais comme ça aussi, donc ils veulent démontrer le contraire de ce que disent les gens qui dominent les champs, et donc ils sélectionnent, comme je l'ai fait, tu vois, ils sélectionnent des études qui les intéressent, et ils arrivent à dire, écoutez, il y a une différence en réalité en faveur de l'hydroxychloroquine, mais elle n'est pas significative. Et vous voyez, nous, hop, c'est en rouge. Nous, au contraire, on a tout pris, mais il y en a qu'on a éliminé pour des raisons qui sont expliquées ici, parce que on considérait qu'elles ne répondaient pas aux bases, non pas méthodologiques, mais médicales. C'est-à-dire que quand on fait, et je suis en train de faire une revue là-dessus, c'est assez intéressant, c'est comment on évalue une étude. Nous, on évalue une méthode sur des critères médicaux. C'est-à-dire, on ne va pas inclure des patients dont on n'a pas fait le diagnostic. Or, donc ça veut dire qu'on élimine l'étude anglaise, dans laquelle il y a 10%, il n'y a pas de diagnostic, il y a marqué Covid négatif, on ne peut pas les utiliser. Après, il y a une grande étude de Skipper, dans la plupart des cas, il n'y a pas de diagnostic. Ils disent, je crois que c'est un Covid. Donc pour nous, côté médical, on ne peut pas utiliser ça. S'il y a le traitement, et si on ne sait pas si le traitement l'a donné 1 jour, 10 jours, 3 jours, ou qu'on ne connaît pas la dose, on ne peut pas utiliser ça. Ça, c'est le versant médical. Après, les méthodologistes ont leur opinion sur la manière dont on analyse ces données. Mais il y a 2 aspects. Nous, on est attaché au fait qu'on parle de médecine, là, ou pas. Et donc, si on ne parle pas de médecine, on ne veut pas le lire. Et les gens disent, attendez, l'étude est mal faite, on s'en fiche de savoir si c'est la médecine. L'étude, méthodologiquement, ne nous plaît pas. Mais moi, la méthodologie, ça m'est égal. Je veux savoir si on soigne les gens ou pas. Et donc, on arrive, vous voyez, à 2 points de vue complètement différents. J'aurais pu choisir comme carte le 2 de cœur. Et donc, je serais arrivé au 2 de cœur pareil. Et donc, eux, c'est le 2 de cœur. Et moi, c'est le roi de trèfle. Et donc, j'ai choisi, je suis arrivé au roi de trèfle parce que les critères de choix que j'ai eus sont faits au fur et à mesure. Donc, il faut faire attention. L'information se manipule partout, y compris dans la science, et que donc, il faut faire attention entre les différentes études,
à voir quels sont les critères que les gens ont utilisés pour sélectionner ou ne pas sélectionner une étude. Ensuite, le raffinement méthodologique, je reconnais que je ne suis jamais très confiant dans les raffinements mathématiques. Je crois que, comme mon maître Husserl, les méthodes mathématiques sont là pour habiller les idées. Je ne changerai pas d'opinion. Merci.